Ceux qui traversent les mondes. Livre 1, La colère. Auteur Muriel Gavila. Chapitre 7, La prophétie d'Anna. Sofia était toujours sans nouvelles de Maestro. Elle avait respecté leur marché et n'avait pas combattu la harpie, mais elle s'était exercée intensément avec Elias. Assis dans l'observatoire, loin du regard suspicieux d'Elianatim, ils avaient parcouru de nombreux livres mentionnant les harpies. Leur intérêt commun pour les créatures créées par les émotions des hommes et des Scilly s'était aiguisé et avait installé entre eux un début de complicité. Le jeune apprenti avait retrouvé un manuscrit écrit par le guide Henri, qui classait les créatures selon les émotions. Pendant près d'une heure, tous les deux s'étaient amusés à y ajouter de nouvelles créatures sorties de leur imagination. Elias était vraiment différent de Liam, même si tous les deux avaient ce même regard, mi-gêné, mi-espiègle quand il lui parlait. Un truc de famille, pensait Sofia. Elias était bien entendu plus grand que son frère, et une barbe naissante d'un brun intense ombrait son visage. Le ton posé de sa voix calmait Sofia, même si parfois il avait du mal à dissimuler son excitation pour les harpies et les sortilèges de toutes sortes. Pour la première fois, Sofia recevait des encouragements et des félicitations quand elle réussissait un exercice. Elle lui en était vraiment reconnaissante, car il réparait pas à pas une de ses blessures d'enfant. Après des débuts plus que difficiles, Sofia commençait à ressentir les effets bienfaisants et l'énergie que lui procurait le fait de calmer son esprit agité. Elias augmentait petit à petit la durée et l'intensité de leur méditation pour s'assurer qu'elle apprit à revenir à elle quand il le lui demandait. À chacune de leurs sorties, il faisait découvrir à Sofia toutes les possibilités de leur voyage. Il s'interdisait toutefois de la suivre dans son lieu de sécurité, car elle était la seule à pouvoir y entrer. Il lui avait appris que le monde créé dans les méditations n'avait pour seule frontière et limite que celle de son imagination et de ses émotions. Elias l'avait invité à le suivre dans plusieurs des lieux qu'il avait créés. Sofia avait été émerveillée par les détails et la beauté des univers méditatifs du jeune guide. Il s'était construit son propre temple, rempli de tous ses ouvrages préférés, mais aussi de ceux qu'il écrivait et dont les pages se remplissaient seulement guidées par son esprit. Quelle merveille! Max adorerait un tel endroit, se disait Sofia. Mais son lieu préféré était la maison qu'il avait imaginé construire le jour où il déciderait de ne plus être guide. Une maison simple, tout en bois, au pied d'une rivière et entourée d'un jardin florissant. La maison dégageait une odeur de jasmin enivrante. Sofia ne savait pas que les guides pouvaient mettre fin à leur mission. L'apprentissage des guides était long, et pourquoi passer tant d'années comme apprenti si ce ne fut pour rester guide toute sa vie, se demandait Sofia. Elias lui avait expliqué que la liberté de choisir était fondamentale dans le monde des Scilly, et que chacun, même ceux élus ou désignés par la lumière, restait libre de ses choix et du chemin qu'il souhaitait suivre dans la vie. Sofia avait été bouleversée d'apprendre qu'elle avait, elle aussi, le choix. Les apprentis guides devaient confirmer leur choix à la fin de leur apprentissage lors d'une cérémonie. Elias rappela à Sofia qu'aucun des guides n'avait été élu par la lumière, et que comme les Scilly de la Terre, les guides décidaient seuls de s'engager dans cette voie difficile et longue. Toutefois, la cérémonie de confirmation révélait si l'apprenti avait acquis les connaissances nécessaires sur notre monde, l'ombre et la lumière, s'il faisait preuve de sagesse, et si ses capacités liées au pouvoir de la lumière et des émotions s'étaient révélées. Mais cela veut dire que toutes les Scilly peuvent acquérir des pouvoirs et des connaissances, demanda Sofia, fascinée par cette autre découverte. Bien sûr, il suffit de le vouloir et d'y consacrer du temps. Chacun peut suivre tout ou partie de la formation de guide, et cela à n'importe quel âge. Chaque année, lors de la fête de Brida, les Scilly souhaitant devenir apprentis se présentent au conseil des guides, et aucune n'est refusée, quel que soit son âge. C'est aussi la première fonction d'un guide et de son apprenti que d'accueillir, de conseiller et de former quiconque le souhaite dans la communauté. N'as-tu pas remarqué que Maestro accueillait régulièrement les membres de la communauté du Grand Chêne qui souhaitaient apprendre la méditation, par exemple, et que la bibliothèque était ouverte à tous? Sofia avait bien remarqué quelques allées et venues, mais à part Claudia qui venait voir Maestro plusieurs fois par jour pour les repas du guide Mais oui, Claudia suivait les enseignements de Maestro en astronomie. Et Sofia avait vu juste. Claudia le lui confirma plus tard dans la journée. Mais que vous apprend donc Elianatim lors de ses cours avait demandé Elias à Sofia.
L'histoire des 7 communautés, l'écriture et les mathématiques. Je vois. Cela est important en effet. Et le fonctionnement des ordres? Un peu, nous avons appris leur rôle. Les guides pour la connaissance, les élus pour le cœur et les émotions, les protecteurs pour affronter les dangers et garder notre monde fermé aux humains, et les ciliés de la terre pour prendre soin de la nature et cultiver la terre. C'est un peu basique, vous n'en savez pas plus? Non, Elianati nous a dit que le fonctionnement de chaque ordre était secret et n'était révélé qu'aux apprentis. Mais il n'y a aucun secret dans tout cela. Avant même de commencer ma formation de guide, j'en savais bien plus que vous. Tu n'as pas suivi les enseignements d'Elianatim? Non, Elianatim est arrivée après mon départ. L'instruction nous était donnée par Miss Elliott, mais j'ai appris qu'elle s'était mariée avec un des protecteurs de la mer des rêves et avait quitté notre communauté. Elias devait en discuter avec Maestro à son retour. Pourquoi l'apprentissage avait-il changé en si peu de temps? Et pourquoi son contenu était-il si pauvre? Bien. Allons nous dégourdir les jambes. Cela fait des heures que nous sommes reclus dans l'observatoire et j'ai besoin d'air, dit Elias. À notre retour, nous irons visiter une harpie. Je pense que tu es prête pour une simulation de combat et nous devons penser à une bonne stratégie. Enfin, pensa Sophia. Bien qu'elle appréciât les leçons d'Elias, elle ne pouvait s'empêcher de trouver le temps long. Et le temps manquait, car d'ici quelques jours, elle devrait partir pour l'Arche Bleue. Ils se rendirent près de la rivière. Elias se déchaussa et enleva sa tunique grise. Aucun maillot ne recouvrait son torse. Sophia rougit. Elias s'aperçut de l'émoi de la jeune Silly et s'excusa. « J'ai besoin d'être complètement libre quand je m'exerce, et tu dois pouvoir voir et suivre mes mouvements, mais si cela te gêne, je peux remettre ma tunique. » Sophia baissa les yeux, mais les releva immédiatement en se rendant compte qu'elle agissait comme une gamine. « Non, cela ne me gêne pas, répondit-elle simplement. « Bien, allons-y. Essaie de suivre mes mouvements et cale ta respiration sur la mienne. » Elias se tint droit et plaça Sophia à 1 mètre devant lui. Le jeune homme inspira et expira fortement plusieurs fois. Puis il plia les genoux, fit un quart de tour sur sa droite et commença à décrire des petits cercles avec ses bras et ses mains, bien en appui sur ses jambes. Sophia reproduisait fidèlement ses gestes et respirait au rythme du souffle puissant du jeune homme. Notre énergie est souvent bloquée par nos émotions ou nos pensées négatives. Et en faisant ces mouvements simples, régulièrement, tu la libères. Elle peut ainsi circuler plus librement et irriguer tous tes membres. Tes nœuds émotionnels disparaissent petit à petit et la rivière à l'intérieur de ton corps peut couler tranquillement. Bien entendu, les nœuds réapparaissent et c'est pour cela qu'il faut pratiquer régulièrement. Les élus de l'Arche Bleue t'apprendront comment l'énergie circule dans le corps et te donneront sûrement d'autres techniques ou exercices. Mais personnellement, je n'ai pas encore trouvé mieux que le tai chi pour rééquilibrer mon énergie et la libérer. Le tai chi parvint à articuler Sophia dans un souffle court. Oui, c'est le nom que les humains donnent à cette technique. J'aime bien ce nom. Les guides l'appellent l'étoile, car lorsque tu réussis, les flux d'énergie se répartissent dans ton corps en partant de ton ventre, comme les branches d'une étoile. Mais j'aime bien tai chi, c'est plus exotique. Et Elias de prononcer ce dernier mot avec un petit clin d'œil pour Sophia. C'est un de nos guides qui leur a enseigné cet exercice. Les guides enseignent aux humains? Sophia fut surprise par cette révélation et manqua de perdre son équilibre. Elias arrêta sa danse pour se rapprocher de la jeune Silly et corriger sa position. Sophia se sentait comme une marionnette entre les mains d'Elias et n'osait presque plus respirer au contact du torse nu du jeune guide. « Respire, Sophia, tu dois respirer plus fort si tu veux que tes nœuds se débloquent. » Puis il expliqua. Il y a longtemps que les guides n'ont plus le droit de franchir les voiles. Mais avant, tout comme les élus, ils pouvaient aider en prodiguant leur enseignement aux plus élevés d'entre les hommes. Soudain, Sophia arrêta de respirer. Liam était là, à quelques mètres d'eux, les poings serrés et le regard assassin. Avant même qu'elle n'ait pu prévenir Elias, Liam était déjà sur eux et frappa son frère d'un geste si puissant qu'il le projeta loin de Sophia. « Que fais-tu? Éloigne-toi d'elle, ne la touche pas !» Sophia, choquée, ne parvint pas à prononcer un seul mot. Les 2 frères se faisaient maintenant face. Alors qu'elle se décidait enfin à intervenir et mettre fin à ce malentendu, elle vit Liam se retourner violemment vers elle. « C'est pour cela que tu ne viens plus aux entraînements. Tu as trouvé un autre professeur ?»« Quoi ? Non. Enfin oui, nous nous entraînons, mais c'est différent, c'est parce qu'Elias m'aide pour... » Mais Sophia se ravisa. Elle ne pouvait pas mêler Liam à ces histoires, surtout depuis que l'ordre des guides était impliqué. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ça ?» Liam prononça ces mots en soulignant d'un geste la tenue de son frère et sa proximité avec Sophia.
Je ne peux pas t'en parler. Pas encore, je suis désolée. Que t'a-t-il fait répliqua Liam en baissant les bras. Sophia aperçut le regard désemparé et triste de son amie. Mais la jeune élue n'eut pas le temps de répondre. Liam s'avança à nouveau vers son frère, le poing levé et menaçant, et Elias, de son côté, se prépara à se défendre. « Arrête, Liam !» cria Sophia. « J'arrêterai quand l'un de vous deux me dira de quoi il retourne. » Sophia sentit la colère monter en elle. Cela suffisait. Tout le monde, y compris Liam, semblait vouloir contrôler et superviser sa vie. Qu'avait-elle fait de mal? Qu'avait-il fait de mal, Elias et elle? Rien, absolument rien. Elias l'aidait et elle lui en était reconnaissante. Pourquoi Liam ne voulait-il pas se calmer? Et de quoi se mêlait-il à la fin? Il ne cherchait pas à la protéger, il était juste jaloux de son grand frère. Au fur et à mesure que toutes ces pensées agitaient son esprit, une tornade énorme se prépara. Le jeune capitaine fonça sur son frère, les poings résolument levés. Sophia ne les laissa pas finir sa course. La tornade le souleva et Liam atterrit avec fracas quelques mètres plus loin. Elias courut vérifier que son frère n'était pas blessé. « Je suis désolée, dit Sophia, je crois que je n'ai pas réussi à maîtriser la force de la tornade. Pourtant, Tout va bien, la coupa Elias, rassurant. Il est juste sonné. Tu as bien dosé ta force, ne t'inquiète pas. Elias avait raison. Liam revenait déjà à lui et cherchait à se relever. Mais quand il se rendit compte qu'il se tenait au bras de son frère, il le repoussa. « Doucement, petit frère, dit Elias, tu as encore bien sonné. Laisse-moi, ne fais pas semblant de t'inquiéter pour moi. Tu as perdu ce droit quand tu as quitté la maison il y a plusieurs années. »« Comme tu voudras, répondit Elias attristé. Liam se tourna vers Sophia pour l'interroger du regard. Ils se fixèrent plusieurs secondes sans que Sophia pût dire quoi que ce fût. Qu'avait-elle à expliquer? Elle s'avança vers lui, mais Liam se retourna et s'éloigna lentement, la tête baissée. C'était la dernière fois que Sophia verrait Liam avant plusieurs mois, la dernière fois qu'ils se parleraient avant longtemps, mais cela, Sophia ne le savait pas. Elias remit sa tunique et ses chaussures. « Je suis désolée, Sophia, tu n'y es pour rien. »« Je ne comprends pas, répliqua Sophia qui continuait à fixer la silhouette de Liam qui s'éloignait. Mon frère m'en veut énormément d'être parti suivre la formation de guide. Je suis partie une nuit sans lui dire au revoir. C'était trop dur. Bien sûr, j'ai eu tort et je lui ai écrit tous les jours après cela, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Quand notre mère est morte quelques mois plus tard, Oda a accepté de faire une entorse à la règle des apprentis guides qui veut que nous n'ayons aucun contact avec notre famille pendant la première année de notre formation. J'ai pu assister à son enterrement grâce à la projection astrale, mais Liam ne pouvait pas me voir. J'ai continué ensuite à utiliser la projection astrale pour le visiter, dès que je le pouvais, sans qu'Henri s'en aperçoive. Je voulais m'assurer que papa et lui allaient bien. J'ai pleuré à ses côtés à de nombreuses reprises, mais toujours sans qu'il pût me voir. J'ai vu Maestro en projection astrale. Pourquoi Liam ne te voyait-il pas? Parce que je ne le laissais pas me voir. Je ne pouvais pas risquer que l'on sache que j'enfreignais les règles. Mais là aussi j'ai eu tort. Je le sais maintenant, j'aurais dû lui faire confiance. Depuis mon retour, j'ai tenté de lui parler à plusieurs reprises, mais il a refusé. Tu aurais dû le laisser me frapper, j'étais prêt à encaisser. Peut-être qu'après, nous aurions pu parler. Je suis certaine que vous trouverez le temps pour échanger et régler tout cela. Je connais Liam. Il ne sait pas cacher ses émotions et je l'ai vu plusieurs fois se mettre en colère pour s'excuser ensuite. Il a un cœur tendre et assez grand pour pardonner à tous ceux qu'il aime. Sophia essayait de rassurer Elias, même si elle savait que la colère de Liam allait durer longtemps. Elle attendrait qu'il se calmât et irait le voir avant leur départ pour discuter. Elle parviendrait à réconcilier les deux frères, elle en était certaine. Sophia et Elias retournèrent à l'observatoire pour mettre au point leur stratégie. La projection astrale de Maestro les y attendait. « Bonjour, je n'ai pas de bonnes nouvelles, Sophia, dit immédiatement Maestro. Le Grand Conseil souhaiterait te rencontrer avant de lever le sortilège. »« Me rencontrer, mais dans quel but ?»« Te connaître et juger de tes capacités à recevoir les connaissances que recèle ton temple. La lumière m'a élu, pourquoi devrais-je passer une autre épreuve ? Ce n'est pas une épreuve, ils te poseront juste quelques questions. » Mais Maestro eut soudain un doute. Il devait s'assurer que Sirto ne tendrait aucun piège à Sophia. « Quand ? Dois-je te rejoindre en utilisant les portails ? » ?»« Non, ce n'est pas la peine de me rejoindre. Ils te rencontreront lors de la fête de Brida. »« La fête de Brida ? Mais c'est dans plusieurs mois, s'écria Sophia. C'est trop long. » »« Je sais, mais rien ne presse. La harpie sera toujours là et tu auras eu le temps de te former. »« Non, je ne peux pas attendre. Nous ne pouvons pas attendre et tu le sais.
L'éclipse est dans 1 an, et nous allons perdre 6 mois à attendre au lieu de comprendre et de se préparer. Les guides ne t'ont pas cru quand tu leur as parlé de la prophétie. Si, ils m'ont cru. Tous ont entrevu le signe et connaissent le conte. Maestro ne pouvait pas lui avouer que ses confrères pensaient que Sophia pouvait être ce grand danger. Mais Sophia était tout sauf idiote. Alors pourquoi attendre si longtemps ? À moins qu'il pense que je suis le danger. C'est cela, Maestro, je suis le danger. Non, tu n'es pas le danger. Alors pourquoi ne me laissez-vous pas accéder au livre ? Je suis d'accord pour vous transmettre toutes les connaissances de mon temple. Le sortilège a été mis en place il y a près de 2000 ans, après que les guides ont dû combattre Minerva, la dernière envoyée par la lumière, et... Les guides ont combattu Minerva ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Nous n'avons pas eu le temps, tout est allé très vite depuis la cérémonie. Je ne peux pas compter sur les guides. Vous avez peur de moi, vous me prenez mes pouvoirs, et vous ne me laissez pas accéder au savoir et à l'histoire de ma famille. Oui, les Scilly de la sagesse sont ma famille, et comme Cybèle l'a dit, elles sont toutes mes sœurs. Maestro n'avait pas réalisé à quel point l'appartenance à une lignée et une famille d'âmes était importante et bienvenue pour Sophia. Depuis son élection, elle faisait partie de la famille des élus les plus puissantes, les Scilly de la sagesse, et les guides en effet lui refusaient de se connecter à l'histoire de sa lignée. Mais ce qui surprenait le plus Maestro, maintenant qu'il regardait Sophia, c'était son calme. Elle parlait sans colère. Elias avait réussi à l'aider à maîtriser sa colère. Il était fier d'elle, fier de lui. Si l'ordre des guides ne me fait pas confiance, s'il ne fait pas confiance aux Scilly de la sagesse, il ne me sert à rien. J'ai respecté ma part du marché. Tu as échoué, grand-père. Et je crois que toi aussi, tu ne m'as jamais fait confiance en brimant mes pouvoirs. Ou tu n'as pas fait confiance aux guides et aux Scilly en leur cachant mes pouvoirs. Dans les 2 cas, ton action me confirme que je dois agir seule. Maestro était choqué par les derniers mots prononcés calmement par Sophia. Il aurait souhaité que sa petite fille se mît en colère pour qu'il pût la calmer et la rassurer, mais il avait en face de lui une jeune femme, décidée et qui avait vu juste. « Ne fais pas cela, Sophia. Tu risques ta vie en combattant seule la harpie. Je t'en prie, ne me retire pas ta confiance. » La projection astrale de Maestro s'interposa entre la porte et la jeune élue, mais cette dernière le traversa sans hésitation et se précipita dans les escaliers. Elle était seule, seule comme jamais. Elle entendit Maestro crier à Elias de la poursuivre. Aniel l'attendait, couché devant la statue au centre du temple. Elle le prit dans ses bras et le caressa. Son gros chat noir lui avait manqué, et il était le gardien de son temple et de sa famille d'âmes, avec qui elle voulait à tout prix se connecter. Aniel se secoua comme s'il avait eu un trop-plein d'énergie et d'émotions transmis par sa maîtresse. Puis il se coucha directement sur Sophia pour la consoler. Elias, qui n'avait pas pu la rattraper, s'assit à la table du conseil, rongé par l'inquiétude. Il espérait que ses enseignements aideraient Sophia dans son combat. La jeune élue réfléchissait à ce que signifiait pour elle la décision du conseil des guides et leurs craintes la concernant. Elle espérait que l'ordre des élus et les Scilly qui s'occuperaient de son enseignement n'aient rien à voir avec Elianatim et qu'elle l'accueillerait comme elle était, sans peur et volonté de la contrôler à leur tour. Mais la priorité était de récupérer la prophétie d'Anna. Sophia se concentra donc sur son futur combat avec la harpie. Elle la visualisa et fit le point sur ce qu'elle connaissait de la créature. Chaque créature était unique. Elle venait du monde des allégories, d'une dimension parallèle qui renfermait les créatures créées par un trop-plein d'émotions, d'un ou plusieurs habitants des 2 mondes qui ne trouvaient pas de terrain d'expression dans les mondes réels. Une harpie était le fruit d'une colère et se nourrissait donc de la colère. Cela la rendait presque invincible. La colère que sa harpie projetait était particulière, une colère née d'une trahison, d'une déception. La colère de la créature avait en effet déformé son visage, mais sa peur d'être blessée à nouveau lui avait aussi donné des ailes pour fuir, des griffes pour se défendre. Et ce cri strident qui résonnait encore dans les oreilles de Sophia, un cri semblable à une longue plainte déchirante. Ce cri exprimait la douleur d'être trahie ou blessée à nouveau et son immense solitude. Avait-elle raison ou projetait-elle ses propres émotions sur son adversaire ? Selon Elias, elle devait combattre son colère. Mais c'était sa colère qui lui donnait son premier pouvoir et le seul qu'elle possédait pour attaquer. Ou se défendre, pensa soudainement Sophia. Et si oui, c'était cela, il fallait le tenter. Comme en écho à ses pensées, Aniel se releva, Sophia le caressa en souriant. Je crois que j'ai compris, Aniel. Je vais récupérer le livre et montrer au conseil des guides que je peux agir sans eux, et surtout que je ne suis pas le danger. Au lieu de générer une tornade avec sa colère, elle décida d'utiliser celle du temple.
en espérant qu'ainsi la bête en elle resterait endormie et ne viendrait pas nourrir la harpie. C'était la première étape de son plan. Après s'être mise en sécurité au centre avec Aniel, elle commanda aux tornades de se fondre les unes dans les autres. Une tempête énorme se créa alors dans le temple de la sagesse. Son vide désespérant était maintenant rempli d'éclairs, de vent et résonnait d'un vacarme assourdissant. À l'extérieur, Elias sursauta quand, sous la porte du temple en vibration, apparurent les flashs des éclairs et il frissonna en entendant les dizaines de grondements impressionnants. Le jeune guide appela Sophia aussi fort qu'il le put. Alors qu'il s'écorchait la gorge à force de crier, tout s'arrêta. Le silence régna à nouveau. Sophia avait franchi le portail et quitté son temple. Le combat allait commencer. Malgré la violence de la tempête, Sophia aperçut clairement la falaise, le ciel avec le soleil et la lune de plus en plus proches l'un de l'autre, et Anna qui semblait l'attendre, le livre à la main. Sophia ne chercha toutefois pas à s'approcher. Un point noir entre la lune et le soleil grossissait à vue d'œil, telle une météorite qui fonçait droit sur elle. C'était elle. La harpie freina sa course pour s'arrêter pile devant la super tornade qui entourait Sophia. Sophia prit plusieurs inspirations et se mit en position de méditation à l'intérieur de son cocon d'éclairs et de tourbillons. La harpie cherchait avec frénésie des signes de la colère de son adversaire. Sophia la fixa. « Je ne veux pas t'attaquer, lui dit-elle mentalement. Je ne suis pas en colère. » En réponse, la créature s'agita avec force autour de la tornade et poussa un cri puissant qui déchira le cœur et les tympans de Sophia. « Je ne veux pas t'attaquer, je ne suis pas en colère, répétait Sophia. La harpie continuait de tournoyer sans cesse et de crier. Sophia savait bien que le stratagème ne durerait pas longtemps. D'ici peu, elle trouverait la colère qu'elle essayait de cacher et s'en nourrirait. Elle le savait, et en fait, elle comptait bien là-dessus. Sophia devait maintenant sortir de son cocon pour prendre le livre que lui tendait Anna. C'était la première fois qu'elle la voyait d'aussi près. Elle avait une peau blanche immaculée et des yeux d'un vert intense. Ses cheveux longs et roux étaient soulevés par le vent. Sophia tendit les mains à travers la tornade et toucha presque le livre. Mais la harpie se glissa entre les deux femmes, toutes griffes dehors, et lui lacéra les deux poignets. Sophia cria sous la douleur, et la tornade faiblit. La harpie s'y engouffra, et malgré les éclairs et les tourbillons, se rapprocha de Sophia. Elle pouvait désormais sentir sa colère et s'en nourrissait pour franchir la distance qui la séparait de sa proie. C'était le moment. Sophia n'aurait pas d'autre chance. La jeune élue attendit fébrilement que la créature la rejoignît au centre de la tornade. Elle devait risquer d'autres blessures, elle n'avait pas le choix. Elle créa une tornade issue de sa propre colère pour s'en entourer et se projeter vers le bas, espérant laisser la harpie seule dans l'œil de la super tornade. Mais la bête était déjà très proche et lacéra profondément son dos. Anna avait disparu, mais le livre était là sur le sol. « Tu vas réussir » s'encouragea-t-elle. À terre, le dos et les poignets en sang lacérés, Sophia tendit une de ses mains pour faire tournoyer la super tornade et y emprisonner la harpie. Puis elle se traîna jusqu'au livre. Mais à peine eut-elle touché que le livre disparut. Sophia était désemparée. La harpie n'allait pas tarder à se libérer et la jeune fille allait mourir, ici, seule. Soudain, des aboiements se mêlèrent aux cris. Elle chercha le chien et l'aperçut enfin au bout d'un vortex qui donnait sur son temple. Rassemblant ses dernières forces, elle s'y jeta, évitant de justesse le dernier assaut de son adversaire. « Ça va, Aniel, je survivrai, dit-elle, en repoussant doucement mais fermement son chien qui léchait ses blessures. Mais j'ai échoué. » Le chien se dirigea vers une des tornades du temple. Il s'assit devant elle et regarda Sophia. « Tu n'as pas échoué, Sophia. » Dans la tornade qui virevoltait, un livre, le livre, celui de la prophétie d'Anna. Sophia pleurait à chaudes larmes. Elle avait réussi. « Va te soigner, reviens vite, lui ordonna le gardien. Sophia se leva avec difficulté. Elle quitta le livre à regret. Elle devait en effet se soigner rapidement, car elle perdait beaucoup de sang. À peine eut-elle fait un pas hors du temple qu'Elias la saisit. Sophia était trop faible pour protester, et elle s'abandonna dans les bras du jeune guide. Il la souleva et la porta jusqu'aux appartements de Maestro pour l'allonger sur le lit. « Non, je dois aller au temple de l'amour pour me soigner, parvint à articuler Sophia, avant de s'évanouir. À son réveil, tout son corps était douloureux. Ses poignets étaient recouverts de bandages ainsi que son dos et son torse. Elle leva la tête et vit Elias assis à ses côtés, les yeux fermés. Elle décida de sortir du lit pour finir sa guérison dans le temple de l'amour, mais un bras l'en empêcha. C'était Valia. Sophia ne l'avait pas vue, mais elle aussi était assise à ses côtés. « Tu ne dois pas trop faire d'efforts, Sophia. Tu as été gravement blessée. »
Combien de temps ai-je dormi demanda Sophia. 3 heures environ. Tes blessures doivent cicatriser, tu devrais te rendormir. Les potions agissent mieux quand le corps est au repos. Valia survola doucement avec sa main tous les membres de Sophia sans les toucher. Tu as beaucoup d'énergie, elle n'est pas bloquée. Ta guérison devrait être rapide. Elias rouvrit les yeux, dérangé dans son sommeil par les échanges des deux jeunes femmes. Sophia, que s'est-il passé? Comment te sens-tu? Ça va, je vais bien. Puis regardant Elias droit dans les yeux, elle ne put s'empêcher de lui annoncer. J'ai réussi, Elias, j'ai le livre. Quoi? Tu as réussi? C'est inespéré. Comment as-tu fait? Comment as-tu vaincu la harpie? Je ne l'ai pas vaincue. Puis jetant un œil du côté de Valia, elle s'arrêta. Tu peux parler sans crainte, Sophia. Valia est mon amie, et en tant que cellule de la terre, elle ne se mêle pas des affaires des guides et des élus. Elle ne dira rien. Sophia regarda Valia un peu gênée, mais elle fut rassurée par le sourire tendre et bienveillant que cette dernière lui adressa. Et après tout, que risquait-elle? Plus rien. Je ne risque plus rien désormais, pensa-t-elle. Alors elle répéta. J'ai réussi, Elias. J'ai le livre. Liam frappait encore et encore. Ses épaules étaient tendues et douloureuses et il ne sentait plus sa main droite. Le jeune capitaine avait les yeux fermés pour repousser les éclats de lumière que projetait son bouclier à chaque fois qu'il le matraquait de coups. Quand il rouvrit les yeux, épuisé mais soulagé, il eut peur d'avoir endommagé son bouclier. Mais celui-ci n'avait rien, pas même une égratignure. Le bouclier avait absorbé chacun des coups et les avait transformés en jets d'énergie blanche et lumineuse. Liam, admiratif, regarda son arme prodigieuse lentement disparaître sous ses yeux et redevenir invisible. Le jeune capitaine se redressa en étirant chacun des muscles qu'il avait malmenés lors de cette bataille un peu grotesque et surtout très puérile et bien inutile. Il le savait. Mais cela lui avait fait un bien fou de lâcher tout ce qu'il avait de colère contre son frère et contre Sophia. Le jeune homme chercha du regard son glaive. Il lui avait échappé alors qu'il portait son dernier assaut. Il finit par en retrouver les morceaux éparpillés à plusieurs mètres tout autour de lui. Le glaive avait été détruit, pulvérisé. Quelle merveille, pensa le jeune homme en touchant à nouveau son bouclier, mais cette fois-ci avec une grande délicatesse. Puis il eut une idée. Il retira le couteau de son étui, admira le croissant de lune gravé sur le manche, et après quelques secondes d'hésitation le frappa contre le bouclier. Le bouclier réagit aussitôt en émettant une vibration plus forte et différente que celle qu'il avait pu émettre sous les coups du glaive. Liam insista et frappa de plus en plus fort. Il voulait mettre à l'épreuve les deux armes légendaires qu'il avait choisies. Bien qu'épuisé, le jeune garçon frappait avec puissance. Il voulait savoir qui du bouclier solaire ou du couteau lunaire l'emporterait. Mais rien à faire, les deux armes s'affrontaient sans vainqueur. Qu'avait-il fait pour mériter ces armes? Ou qu'était-il destiné à faire? Je vois que tu testes tes armes, Liam. J'ai fait la même chose lorsque j'ai eu les miennes. Le capitaine Green se tenait derrière son apprenti avec un sourire complice. Nous partons tous les deux demain matin, juste après le petit déjeuner, pour la montagne des murmures. Si j'ai vu juste, c'est là-bas que t'attend ton épée. Prépare tes affaires. Max partira avec le reste des apprentis pour la grande arène après-demain. Nous les rejoindrons là-bas. Nous avons plusieurs portails à franchir avant d'atteindre la montagne des murmures. Nous n'allons pas beaucoup dormir. Puis sans attendre de réponse, le capitaine Green s'éloigna, laissant Liam seul avec tous ses tourments, ses regrets et ses pensées tournées vers Sophia et son frère Elias, qu'il ne verrait plus pendant de très longs mois. Sophia se réveilla aux premières lueurs du soleil, seule dans la chambre de Maestro, avec une seule pensée: guérir au plus vite pour parcourir le livre obtenu au péril de sa vie. Elle décida de finir de soigner ses blessures selon la technique enseignée par Julia. Quand elle sentit la douleur disparaître, elle étira et remua tous ses membres. Constatant qu'elle avait fait du bon travail, et admirative aussi de l'efficacité des potions de Valia, elle s'habilla et se glissa à pas de chat vers la grande tapisserie et la porte de son temple. La salle du conseil était vide. Quelle chance, se dit-elle en ouvrant la porte. Son chien lui tournait le dos, fixant la tornade qui abritait le seul livre du temple. Il le gardait pour elle. « Je suis là, Aniel. Ouvrons-le. » Sophia extirpa le livre des volutes d'air. Il était petit et ne devait pas contenir plus de quelques pages. Elle chercha des yeux un endroit où s'installer, puis dessina de sa main un petit coussin d'air, juste assez grand pour l'accueillir lors de sa lecture. Aniel se coucha à ses côtés et soupira en posant sa tête sur ses genoux. Sophia frôla du bout des doigts la couverture du petit livre. Puis elle l'ouvrit et lut. La prophétie d'Anna,
Silly du courage, devenu guide de la montagne des murmures. Fête de Brida de l'an 2, cérémonie des visions. Retranscription mot à mot par le grimoire des guides. Je vois des centaines de protecteurs. Ils sont nombreux, nous n'en avons jamais eu autant. Les deux astres s'avancent l'un vers l'autre. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Je sens le monde des Silly et celui des hommes s'attirer. C'est une éclipse. Oui, c'est une éclipse. Le spectacle est prodigieux, mes amis, c'est magnifique. Des milliers d'humains franchissent maintenant nos frontières. Je peux voir leurs visages, ils sont sales, leurs traits sont tirés. Et je crois qu'ils n'ont pas de yeux. Je ne vois pas leurs yeux. Beaucoup d'entre eux sont malades, je sens la peur et la tristesse. Nous les accueillons, non, nous les combattons. Ils sont de plus en plus nombreux, nous essayons de les repousser. C'est le chaos, l'ombre est partout, même sur nous les Silly. J'aperçois la marque de l'ombre sur beaucoup d'entre nous. Oh lumière, c'est horrible, que nous arrive-t-il ? Le combat est sanglant, il y a beaucoup de blessés et de tués. Notre monde est en ruine, la lumière a disparu, je crois qu'elle nous a abandonnés. L'ombre a tout envahi, c'est fini, tout est fini. Anna pleure. Calme-toi, Anna, tu es en sécurité. Que vois-tu d'autre ? Demanda le grand guide. Je suis désolée, je ne vois rien d'autre. Sophia tourna et retourna les 2 seules pages du livre. Rien sur les Silly de la sagesse. La jeune élue fut très déçue. Elle relut encore une fois la prophétie pour en enregistrer chaque mot. Cette fois-ci, la jeune Silly visualisa tous les mots prononcés par Anna et réalisa l'horreur de ce qui les attendait si la guide avait vu juste. Sophia caressa Aniel qui se retourna sur le dos pour l'inviter à gratter son ventre. Après un long moment de réflexion, elle se leva, remit le livre dans la tornade et sortit en lui jetant un dernier regard. Toute la joie qu'elle avait éprouvée au sortir de la bataille avec la harpie avait fait place à une profonde tristesse. Désemparée, elle traversa lentement la salle du conseil déserte pour se rendre au temple de la colère en espérant y retrouver Raja. Elle avait hésité car elle craignait qu'en révélant les paroles de la prophétesse, elle ne rendît sa prophétie vraie, possible, réelle. Pourtant, elle ne pouvait rien faire seule, il fallait se préparer. Raja était en effet dans son temple, près de la statue de son gardien, occupé à faire tournoyer ses étagères. L'image était belle et impressionnante. La statue du gardien représentait un être debout, en lévitation, les cheveux soulevés et virevoltants, les yeux accusateurs et la bouche grande ouverte. Malgré son expression, le visage androgyne était beau et recelait une grande puissance. Raja, positionné juste devant la statue, présentait une version miniature du gardien. Quand elle aperçut son ami, elle accourut. « Bonjour, je t'ai cherché partout, mais je ne t'ai pas trouvé ce matin. Tu as vu ce que je peux faire ?»« Bonjour, répondit tristement Sophia. Qu'y a-t-il ? Tu n'es pas bien ?» Sophia garda le silence quelques secondes, puis elle répondit. « Je vais bien. » Puis elle ajouta. « J'ai réussi, j'ai combattu la harpie seule et j'ai pu récupérer le livre. »« c'est fantastique, non ?» répéta-t-elle. Sophia prit la main de son amie pour la soutenir alors qu'elle s'apprêtait à lui révéler ce que contenait le livre. Elle prit quelques secondes pour se remémorer la prophétie en détail afin de voir comment elle pouvait lui présenter les choses sans dramatiser. Mais Raja retira soudain sa main, s'éloigna de Sophia et poussa un cri. « C'est horrible, Sophia !» Sophia resta interdite devant la réaction de son amie. « Qu'est-ce qui est horrible ? » ?»« La prophétie, les combats, les humains qui envahissent notre monde. »« Mais comment le sais-tu ? » ?»« Je l'ai vu, tu me l'as montré quand tu as touché ma main. »« J'ai fait ça ? » ?»« Oui, par télépathie. » Raja, encore choquée par ce qu'elle venait de voir, parvint quand même à formuler. « Je ne savais pas que tu maîtrisais ce pouvoir. »« Moi non plus, avoua Sophia très surprise. C'est un des pouvoirs de l'amour. Valérien m'a expliqué que si chaque élu développe des pouvoirs propres liés à son émotion, il y a 2 pouvoirs identiques à toutes les élues. La télépathie qui viendrait naturellement quand nous sommes prêtes à aider les enfants humains, car c'est ce pouvoir lié à l'amour qui nous connecte à eux et nous permet de les voir, de les suivre et de les aider. Et quel est le deuxième ? L'invisibilité. L'invisibilité est liée à la peur. Cependant, elle ne vient pas naturellement et nous devons toutes l'apprendre durant notre formation. Sophia enregistra les informations en silence. « Qu'allons-nous faire ? L'as-tu dit à Elias ou à Maestro ?» demanda l'élu de la colère en faisant référence à la prophétie. « Pas encore, répondit Sophia. Mais il faut les prévenir sans tarder. J'ai peur, Sophia. Oui, moi aussi j'ai peur. » Les 2 amis se serrèrent dans les bras et restèrent ainsi de longues minutes. Puis Raja brisa leur étreinte et le silence. « Je vais en informer Max. Il est à la bibliothèque. Il le dira à Liam. Et toi, va trouver Elias, il le faut. »
Cela faisait un bon moment maintenant que Liam scrutait toutes les tables en espérant apercevoir Sophia pour lui faire ses adieux. Bientôt le capitaine Green viendrait le chercher et il devrait partir. Ce fut hélas ce qu'il se passa. Le capitaine Green qui finissait son repas lui fit signe, c'était l'heure du départ. Liam se leva lentement et ajusta son sac juste sous son bouclier. Cela faisait un bon poids et assurément le voyage allait être fatigant. Le corps et le cœur lourds, pensa-t-il. « Attends, Liam !» C'était Max qui déboulait à toute vitesse en criant. « Quelle chance que tu sois encore là, j'ai des informations pour toi. » Max rapporta alors à Liam tout ce que Rachel lui avait dit. L'aide d'Elias, le combat avec la harpie et ce que contenait la prophétie. Mais surtout le secret qui entourait tout cela afin que Maestro et Elias ne fussent pas inquiétés par l'ordre des guides. Liam, choqué, se rassit immédiatement. Sa tête tournait. Le capitaine Green, qui s'impatientait, regarda son jeune capitaine sans comprendre ce qu'il se passait. Puis il décida que cela ne devait pas avoir d'importance et lui cria de se dépêcher. « Je dois y aller, pardon, articulait Liam. Le capitaine Green s'impatiente. »« Ok, dit Max, qui ne comprenait pas sa réaction. Mais tu as bien tout compris ? » ?»« Oui, je crois, merci. On en reparle dans quelques jours quand nous vous rejoindrons. Au revoir. » Et alors qu'il s'éloignait de Max, Liam fit demi-tour et tout en enserrant son ami, il lui souffla à l'oreille. « Tiens, prends mon couteau et donne-le à Sophia, s'il te plaît. »« Quoi ? Mais... » Max se dégageait de l'étreinte de Liam qui le ramena aussitôt vers lui plus fortement. « Tais-toi, le capitaine Green nous regarde. Prends-le et donne-le à Sophia. Je veux qu'elle l'ait. J'ai besoin de savoir qu'elle a de quoi se protéger si je ne suis pas là. C'est important, fais-le pour moi. » Sans attendre de réponse, Liam partit rejoindre le capitaine Green qui se dirigeait maintenant vers eux d'un pas empressé et énergique. « Allons-y, capitaine, je suis prêt. » Max les regarda s'éloigner, la main posée sur le couteau de lune caché dans sa chemise. Il n'en revenait pas. Se dessaisir d'une telle merveille. Pour une fille, quelle folie! Quelle mouche avait piqué Liam? Devait-il vraiment honorer sa requête alors qu'il risquait de changer d'avis quand il aurait recouvré ses esprits? Mais Liam était son meilleur ami et son capitaine. Il devait donc donner ce couteau à Sophia. Sophia monta à l'observatoire et tapa fébrilement à la porte. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle reconnut la voix de Maestro qui l'invitait à rentrer. « Sophia, entre. Grand-père, tu es rentré ? Oui, cette nuit, je n'ai pas voulu te réveiller et ce matin, tu avais disparu. » Sophia s'abandonna dans les bras de Maestro. Elias surgit à son tour dans l'observatoire, soulagé de voir Sophia saine et sauve. Il l'avait lui aussi cherchée partout depuis le lever du soleil. « J'étais dans mon temple pour lire le livre, confessa-t-elle. » À ces mots, Maestro repensa au risque qu'avait pris Sophia en combattant seule la harpie. Il était partagé entre la fierté et l'envie de la réprimander. Comme il ne pouvait choisir, il décida de ne rien dire et à la place, il la serra encore plus fort. « Et que dit le livre ? Que dit la prophétie ?» osa demander Elias. Sophia se dégagea doucement, sortit le petit livre de sa tunique et le tendit à son grand-père. Maestro s'installa à son bureau et commença sa lecture. Une fois les 2 pages parcourues, il le referma et garda le silence. « Puis-je, maître ?» demanda Elias. Maestro réussit à peine à articuler un son qu'Elias prit immédiatement pour un oui. Il s'empressa de prendre le livre et de le lire à son tour. « Il est important que tout cela reste entre nous 3. Faites-en le serment. » Elias, encore choqué par sa lecture, s'exécuta. « J'en fais le serment devant la lumière. »« Et la lumière s'en souvient, » répondit Maestro. « Sophia ?» Sophia se tortilla et avoua en avoir parlé à Raja, qui en avait sûrement parlé à Max et à Liam. Maestro se précipita sur elle et la prit par les épaules. « Dis-leur de prêter serment. Ils ne doivent pas en parler, pas avant que je puisse. » Puis cherchant une idée, « Pas avant la fête de Brida. »« D'accord, grand-père, » dit Sophia, qui voyait à quel point le guide était affolé. « Pourquoi ne veux-tu pas en informer les autres ? Nous devons nous préparer, la grande éclipse est pour bientôt. »« Je sais, Sophia, mais fais-moi confiance. Il nous faut attendre la fête de Brida pour que les guides te rencontrent. Alors nous partagerons le contenu de la prophétie avec tous. D'autres livres sont-ils apparus dans ton temple ? Non. Bien. Tu dois maintenant te concentrer sur ton apprentissage. Il faut te reposer avant ton départ demain. Et durant le voyage, je t'en prie, évite de te disputer ou de provoquer Ilianatim. Évite complètement Mistim, s'il te plaît. C'est important. Peux-tu faire cela pour moi ? Sophia opina de la tête. Nous nous reverrons donc à la fête de Brida. Sois forte, Sophia, et développe tes pouvoirs. Ils sont précieux. Et j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai gardée précieusement depuis le jour où je t'ai trouvée près de la rivière. Elle était là, avec toi. Maestro sortit d'une boîte en bois la petite pierre de lune attachée à une chaîne très fine, presque invisible. Elle est à toi et je te la rends aujourd'hui. Elias était émerveillé.
Les pierres de lune étaient légendaires, mais avaient disparu depuis des siècles. Auparavant, elles étaient utilisées avec les pierres de soleil que possédait chaque communauté, et leur association permettait une magie protectrice très puissante. C'était la première fois qu'il en voyait une, la première fois que quiconque en voyait une depuis la grande bataille et la disparition de Minerva, se remémora enfin Elias. Ne la perds pas, garde-la précieusement, elle te protégera. Va te reposer maintenant et surtout va passer du temps avec ta grand-mère, tu vas beaucoup lui manquer. Tu vas beaucoup nous manquer à tous les deux. Je dînerai avec vous ce soir. Sophia mit la chaîne autour de son cou et s'en alla. Sur le chemin des cuisines, elle passa entre les tables encore occupées par plusieurs familles qui terminaient leur déjeuner. Tous avaient décidé de passer cette dernière journée ensemble, avant le départ des jeunes protecteurs et des jeunes élus pour leur premier mois de formation. Beaucoup d'amour était échangé. D'ici quelques mois, la joie aura disparu, pensa tristement Sophia, et la peur se lira sur tous les visages. Max l'interpella et l'invita à le suivre. « J'ai quelque chose pour toi de la part de Liam. »« Liam, où est-il ? Je voulais le voir justement. » Sophia repensa soudain à leur dispute. Il s'était passé tellement de choses en si peu de temps qu'elle n'avait pas eu le temps de s'expliquer et de se réconcilier avec lui. Dorénavant, il devait savoir pourquoi Elias et elle avaient été si proches. Il avait dû comprendre. « Où est Liam, Max ?» répéta-t-elle. « Il est parti avec le capitaine Grimm pour la montagne des murmures. » Sophia fut désemparée. « Mais il m'a donné cela pour toi avant de partir. » Max lui tendit le couteau de lune. « Mais c'est son couteau !»« Oui, il a insisté pour que je te le donne, pour que tu aies quelque chose pour te protéger quand nous serons loin les uns des autres, quand vous serez séparés. » Sophia prit le couteau et l'admira. Dès qu'elle le toucha, la petite pierre de lune au bout de la chaîne scintilla brièvement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Max. « Une pierre de lune que m'a donnée Maestro. Je crois qu'elle a reconnu le couteau. »« Oui, sûrement, » s'émerveilla Max. Puis il pensa. Liam a peut-être enfreint tous les serments de protecteur faits devant la lumière en donnant son couteau à Sophia. Mais peut-être a-t-il vu juste, peut-être a-t-il eu raison. Sophia savait ce que ce couteau représentait pour Liam, et elle en fut émue aux larmes. Il voulait me protéger. L'entraînement, sa colère, ce couteau, il s'inquiétait pour moi. Il voulait me protéger et moi je l'ai blessé, pensa-t-elle en colère contre elle-même. J'ai blessé mon ami. Et en pensant ces derniers mots, elle sut que Liam était bien plus qu'un ami pour elle. Vous allez nous manquer tous les deux. Max sourit. On se reverra vite, ne t'inquiète pas, et on sera plus fort pour affronter les combats qui s'annoncent. Oui, tu as raison. Sophia demanda à Max de prêter le serment de ne rien révéler de la prophétie et d'obtenir de Liam qu'il en fît de même. Fin du chapitre 7. Chloé, passage 4. Ce n'est pas un poème, c'est une lettre de suicide, lol. Vous finissez le Prozac avec ? Relol. C'est de la merde. C'est l'histoire d'un crapaud qui se prenait pour un artiste. Il prit une feuille et un stylo, et voilà le résultat. Rien que de la bave. MDR, elle sert d'où la fille d'un hôpital psy ? Faut arrêter de péter plus haut que ton Luc, crapaud. À côté de son nom, de sa photo, de son poème, de son âge et d'un lien vers son blog, Chloé pouvait lire une bonne dizaine de messages insultants. Chloé n'avait vu qu'eux. Elle n'avait presque pas lu les autres messages d'encouragement et de félicitations. Et elle ne faisait que ressasser les messages haineux qui accompagnaient son poème publié sur le site de la Provence. Le modérateur du journal s'évertuait à supprimer les commentaires, un à un, et à exclure leurs auteurs. Mais les messages revenaient sous de nouveaux pseudos. Peu importaient les pseudos, Chloé savait bien de qui il s'agissait. Preuve en était que les autres poèmes et leurs auteurs avaient été épargnés par cette cabale. Malgré cette déferlante de haine, Chloé avait reçu de nombreux votes juste après la publication. Mais depuis que les messages étaient apparus, les votes s'étaient fait plus rares. Sophia était penchée sur l'épaule de Chloé et avait elle aussi lu les commentaires affreux. La colère de la Silly grandissait. L'envie de combattre Isabelle et ses acolytes et de leur donner une bonne leçon était forte, mais elle savait pertinemment que cela était interdit et inutile. Elle ressentit une frustration énorme quand elle vit que Chloé restait apathique, obnubilée par son écran et les messages de haine qui apparaissaient et disparaissaient sous le doigt de plus en plus rapide du modérateur. Il faut que je me connecte à elle et que je lui transmette une bonne dose de colère. Elle ne peut pas rester ainsi, pensa Sophia. La jeune Silly entreprit alors de former un tout petit cli avec un peu de sa propre colère. Je ne risque pas de la blesser. Les clis ne blessent que si j'ai une mauvaise intention, se rassura Sophia. Doucement, Sophia dirigea la toute petite boule d'énergie crépitante qu'elle venait de former vers sa protégée. Et l'effet fut immédiat.
Chloé absorba la faible dose de colère et referma fermement son ordinateur. « C'est bien, pensa Sophia, déjà tu ne regardes plus ces idioties. » Voyant que Chloé réagissait bien à cette thérapie, Sophia forma un autre clin et réitéra l'opération. Chloé se leva alors de son lit et cria un énorme « Ça suffit !» en projetant un de ses coussins au sol. Sophia était aux anges. « Bravo Chloé !» s'écria-t-elle à son tour. « Tu as raison de te mettre en colère, ne te laisse pas faire. » Mais ce qui suivit fit paniquer Sophia. Chloé prit un stylo dans sa trousse et se déshabilla. Puis elle se mit frénétiquement à labourer ses bras et ses jambes des mots haineux qu'elle avait pu lire. « Crapaud, tu n'es pas humaine, you don't belong here. » L'adolescente se recouvrait de toutes ces insultes et sa peau et son corps entier disparaissaient sous elle. « Non, arrête !» criait Sophia. Mais Chloé ne ressentait pas ses appels et persistait dans son œuvre. Des rougeurs et des bleus apparaissaient maintenant sous les inscriptions. « Chloé se fait mal et c'est ma faute » pensa Sophia. La jeune Silly paniquait et cherchait de l'aide autour d'elle, mais les deux jeunes filles étaient seules. Devait-elle mettre fin à son invisibilité ? Sophia hésita. Mais après, que faire ? Cela allait-il vraiment l'aider ? Alors elle décida d'arrêter de réfléchir et se fondit dans le corps de Chloé pour tenter de l'apaiser de l'intérieur. Des vagues de tristesse, de désespoir, de peur et de colère l'envahirent. Tout ce que ressentait la jeune fille, elle le ressentait désormais et elle comprit. Elle comprit en un éclair que Chloé ne manquait pas de colère, mais que cette colère immense qu'elle ressentait était dirigée contre elle-même au lieu d'être dirigée contre Isabelle, Peggy ou Victoire. Sophia rentra en méditation pour calmer sa protégée. Quelques courtes minutes suffirent pour que la main de Chloé ralentît et que son souffle se régula. Elle arrêta d'appuyer sur sa peau meurtrie avec son stylo et leva les yeux vers sa fenêtre. Elle pleurait. Sophia lui parla doucement pour la consoler, espérant que leur connexion fût assez forte. « Je suis là, je te vois, répéta-t-elle. Calme-toi, je suis là, je te vois. » Et Sophia se mit à siffler pour accompagner les pleurs de plus en plus forts de sa protégée. Comme elle l'avait fait plusieurs mois auparavant pour rassurer le cheval qu'elle avait approché lors de leur voyage pour l'Arche Bleue. Les deux jeunes filles restèrent ainsi de longues minutes, l'une sifflotant, l'autre pleurant. Des petits bruits sur la vitre de la fenêtre de la chambre de Chloé vinrent cependant les déranger. Chloé l'ouvrit. Une dizaine de petits papillons rentrèrent dans sa chambre et se posèrent sur son lit. « C'est mon sifflement » pensa Sophia. Chloé poussa un petit cri de surprise. Ses pleurs cessèrent et son visage s'éclaira d'un sourire. « Il faut qu'elle lâche tout ce qui lui pèse » pensa Sophia. Madame Vermeil pourrait l'écouter, mais c'était le week-end et il n'y avait pas de conseillère à disposition. Sophia eut alors une autre idée. Elle dirigea les papillons sur les carnets de dessin de Chloé, éparpillés au pied de son lit. Chloé souleva les carnets avec d'infinies précautions pour ne pas en chasser les papillons. Elle était émerveillée. Sophia dirigea alors les papillons sur la trousse de fusain et la jeune fille prit sa trousse. « Elle a compris » s'exclama Sophia. Ce furent les papillons que Chloé dessina en premier. Mais les croquis qui suivirent finirent par exprimer toute sa détresse et sa peur. Isabelle, Peggy et Victoire prirent vie sous ses coups de crayon. Les trois jeunes filles caricaturant en sorcières maltraitaient un beau crapaud arc-en-ciel. Fin de Chloé, passage 4. Retrouvez les autres chapitres en podcast sur www.cequitraverselesmondes.fr et commandez le livre en format Kindle ou broché sur Amazon. À très bientôt.